Invest in Tunisia, c'est avec ces images, ces belles images et cette présentation, cette première vidéo, brève présentation des atouts de notre pays que nous déclarons ouverte cette 20e édition du Tunisia Investment Forum. Je souhaite la bienvenue à Madame la chef du gouvernement. Bienvenue. Merci. Je souhaite également la bienvenue aux membres du gouvernement tunisien, mesdames, messieurs les ministres, bienvenue, merci d'être présents. Ça montre l'importance de cet événement et vous rehaussez par votre présence l'importance de cet événement. Je souhaite la bienvenue à monsieur Semir Majoul, président de l'UTICA, et également à monsieur Farid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale. Monsieur Nasser Kemel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur Cheikh Omar Silla, directeur pour l'Afrique du Nord à la Société financière internationale SFI, et Madame qui va se joindre à nous tout à l'heure en direct, qui est en train de nous suivre, Madame Isabelle Durand, secrétaire générale adjointe de la CNUSED. Je souhaite également la bienvenue à Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, à Monsieur le gouverneur également, c'est normal, nous sommes dans votre ville, et bien évidemment à tous nos invités, excellences, ambassadeurs des pays amis et honorables invités, chefs de délégation, chefs également de mission, également je vois beaucoup de nos partenaires de financiers, de bailleurs également, donc ça fait plaisir et c'est tout à fait normal qu'ils soient présents à cette édition, on va dire assez spéciale parce que cette année nous célébrons les 50 années d'une loi qui est pour beaucoup, dans la présence de beaucoup d'investisseurs ici, la fameuse loi 72. Nous allons avoir l'occasion d'y revenir. Cette année, comme je disais, c'est la 20e édition et pourtant c'est un événement qui est né il y a 23 ans, en 99, mais depuis 2015, c'est un événement qui se produit tous les 2 ans et puis il y a eu l'épisode Covid. Mais nous voilà réunis pour ce beau chiffre rang, donc 20 éditions du Tunisia Investment Forum. Je ne vais pas être très long. Je vais tout de suite attaquer avec justement le mot d'ouverture officielle de Madame la chef du gouvernement, Madame Najla Boudan Ramdan, sous vos applaudissements. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. السيدات والسادة الوزراء، أصحاب السعادة والمعالي، سفراء دول الشقيقة والصديقة، السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد شيخ عمر سيلا مدير منطقة شمال أفريقيا بالمؤسسة المالية الدولية، السيد سمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم لافتتاح الدورة 20 لمنتدى تونس للاستثمار بعد غياب لهذه الدورة دام 3 سنوات فرضه علينا الوضع الصحي غير المسبوق، ويجمع المستثمرين المحلين والأجانب ورجال الأعمال المطلوبة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة بفضل انخراط الجامعة التونسية في عملية الاعتماد والجودة في عدة ميادين أهمها الهندسة والطب. كما لا يفوتني أن أنوه بتحصل البحث العلمي التونسي على ترتيب مشرف في عدة تصنيفات عالمية، هذا إضافة إلى أن تونس تعد أول دولة عربية وأفريقية لها صفة شريك في البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد أفق أوروبا أوريزون أوروب، حيث يمنح هذه الصفة فرصة للمشاركة في مشاريع بحث دولية متميزة مع المؤسسات الاقتصادية في ميادين مجددة ورائدة في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات، والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات أخرى. كما تم سن مجموعة من التشريعات
على غرار قانون المؤسسات الناشئة الذي مكن من بعث قرابة 500 شركة ناشئة مسجلة بوكالة النهوض بالصناعات والتجديد. حضرات السيدات والسادة، لا بد لي أن أقر أنه وعلى أهمية هذه المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترات الماضية، لا تزال مؤشرات الاستثمار دون القدرات والإمكانات المتاحة لتونس ودون ما نصبو إليه. ولعل تعثر المرحلة الانتقالية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وتعدد التعقيدات الإدارية وصعوبة النفاذ إلى التمويل وضعف نجاعة اللوجستية وعدم استقرار المنظومة الجبائية وعدم مواكبة تشريعات الصرف للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية وغيرها هو ما يفسر تراجع مختلف المؤشرات الاستثمار في تونس. ومن هذا المنطلق حرصنا أن يكتسي الاستثمار بعداً أفقياً في مسار الإصلاحات مع العمل على التوفيق بين ما هو عاجل وضروري على المدى القصير وما هو هيكلي وعميق على المدى المتوسط والبعيد. حضرات السيدات والسادة، في باب الإجراءات العاجلة اتخذت الحكومة حزمة من التدابير الضرورية التي تهدف إلى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على النسيج المؤسساتي والنهوض بمناخ الأعمال. وتتضمن هذه الإجراءات 4 محاور رئيسية. أولاً، دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل. ثانياً، إعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات خاصة لتنشيط الاستثمار الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة، والتشجيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ثالثاً، تحسين الإطار القانوني والترتيب المنظم للأعمال عبر إصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة. ورابعاً، مزيد تنشيط الإجراءات لدفع التصدير. أما على مدى القصير والمتوسط فقد أعدت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال اعتماد جملة من الإجراءات لتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي وتطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي ودعم الإدماج الاجتماعي وتكريس الاستدامة التنموية. وقد انبنى هذا البرنامج الذي حظي بثقة ودعم الشركاء الماليين على تمشن جديد قوامه الشمولية بمشاركة موسعة للخبرات الوطنية. وإن إعلان صندوق النقد الدولي البارحة عن استعداده للانطلاق قريباً في مفاوضات رسمية مع تونس بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد هو دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج ومؤشر ثقة يحفزنا على مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية. حضرات السيدات والسادة، وعياً منا بأهمية توضيح التوجهات على المدى الطويل، عملت الحكومة على بلورة رؤية تونس 2035 على أساس جملة من التوجهات التنموية الكبرى التي تتمحور حول رأس المال البشري والاقتصاد الرقمي ودعم المبادرة الخاصة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد الأخضر
والتغيرات المناخية والتنمية الجهوية والتهيئة الترابية. وتشكل الاستراتيجيات القطاعية لبنة في بلورة هذه الرؤية، لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية والتجديد لتونس 2035، واستراتيجية تكنولوجية المعلومات والاتصال، والاستراتيجية الطاقة، واستراتيجية السياحة، واستراتيجية المياه، واستراتيجية التشغيل، واستراتيجية الصحة. وفي هذا السياق أعدت الحكومة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفترة 23-25 باعتباره الوثيقة المرجعية للسياسات والبرامج والمشاريع العمومية والإصلاحات. ويهدف هذا المخطط بالأساس إلى تنشيط الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال لدعم نسق النمو وخلق مواطن الشغل، إلى جانب تعزيز المكاسب الاجتماعية والإدماج الاجتماعي ومزيد دفع التنمية بالجهات الداخلية. حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي بأن أؤكد على الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس. تتوفر في تونس اليوم وأكثر من أي وقت مضى فرص حقيقية للاستثمار، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بعلاقة مع تركيز الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم. ويتم العمل حالياً على تحديد قائمة من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص لتطويرها في إطار الشراكة، وتغطي العديد من القطاعات الاستراتيجية الهامة. هذا إلى جانب وجود فرص حقيقية وأرضية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، وأيضاً في قطاع الخدمات المتصلة بالاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل توفر طاقات بشرية مختصة ذات كفاءة عالية. حضرات السيدات والسادة، بناء على ما تم إحرازه من تقدم خلال الفترة الماضية، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكافة إطارات الدولة التي ساهمت بصفة مباشرة وغير مباشرة في صياغة مختلف برامج الإصلاح، وأشد على أيديهم لمضاعفة المجهود لاستكمال المسار. كما أدعوكم أنتم المستثمرين أن تخطوا حذو شركائنا الماليين، وأن تضعوا ثقتكم في تونس وفي قدرتها على الإقلاع، وأن تبادروا بالاستثمار دون انتظار. نتطلع لمقترحاتكم ومبادراتكم حتى نحولها معاً إلى فرص حقيقية للاستثمار. حضرات السيدات والسادة، وختاماً أود أن أنوه بحسن تنظيم هذا المنتدى، كما لا يفوتني أن أشير إلى قرب احتضان تظاهرات أخرى ذات بعد دولي، أذكر منها ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8 التي ستنتظم في شهر أوت القادم في العاصمة، وفي إطار التعاون الإفريقي الياباني، وكذلك قمة الفرنكوفونية التي ستنتظم في شهر نوفمبر 2022 بجزيرة جربة. ولا يسعني إلا أن أتقدم بالتهاني مسبقاً للشركات التي سينالها بعد حين شرف التكريم، وأجدد شكري لكل المشاركين في هذا المنتدى. مجدداً أقول لكم مرحباً بكم في تونس، أرجو لكم إقامة طيبة في بلادنا، مع تمنياتي أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق،
وفقنا الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم السيدة رئيسة الحكومة. نواصل إذن باللغة الفرنسية. Vous avez évoqué, Madame la chef du gouvernement, bien évidemment l'annonce du FMI hier qui est une excellente nouvelle. Et puis, comme ils l'ont signalé dans leur communiqué, c'est surtout, ils étaient très optimistes quant aux réformes annoncées également et le papier préparé par le gouvernement. Et justement, c'est la thématique, les réformes et les atouts compétitifs de notre pays. C'est la thématique cette année de cette 20e édition du Tunisia Investment Forum. Vous avez parlé de l'organisation également, vous les avez félicités. Donc il faut féliciter la FIPA, justement, qui organise cet événement sous l'égide, bien évidemment, du ministère de l'économie, de la planification et en partenariat avec la groupe de la Banque mondiale. On peut les applaudir. Bravo pour cette organisation. Vous avez également évoqué vers la fin toutes les entreprises qui vont être primées. Elles sont 8 tout à l'heure, donc on va garder un petit peu le suspense, mais je peux rapidement dire qu'il y aura le prix du cinquantenaire de la loi 72, c'est un prix spécial. Il y aura le prix de l'investisseur de l'année, il y aura le prix de l'innovation, le prix de la RSE, il y aura le prix de la 20e édition du Tunisia Investment Forum, il y aura The Welcoming Award, il y aura le prix de la FIPA, le prix spécial FIPA, et le meilleur contributeur pour les talents en matière de TIC en Tunisie. Donc on va tout à l'heure découvrir avec nous qui sont les lauréats pour cette édition. Je donne tout de suite la parole au président de l'UTICA, le patronat tunisien, Monsieur Semir Majoul, sur vos applaudissements. Marhaba bikoum, bienvenue. Madame Najla Bouden, chef du gouvernement, Monsieur Samir Saïd, ministre de l'économie et de la planification, Monsieur Marwan Abbesi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur Farid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale, si je ne me trompe pas, Madame Isabelle Durand, secrétaire générale de l'OMC, c'est bien ça? Que je sais pas, bon, peut-être. Monsieur Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur Cheikh Omar Sila, directeur de la Société financière internationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers collègues et amis. Je vais vous dire, c'est difficile de passer après la chef du gouvernement, parce que vous avez tout dit, madame. Mesdames et messieurs, mes remerciements d'abord aux organisateurs de cette 20e édition du Tunisian Investment Forum, à nos invités, à nos partenaires et amis de la Tunisie. À Madame Najla Bouden, chef du gouvernement, qui rehausse de sa présence ce forum. Mesdames et messieurs, après une absence de 3 ans, dû à la pandémie, notre Forum de l'investissement tient sa 20e édition, à côté d'autres événements internationaux programmés. Le Forum des investissements japonais en Afrique, le TICAD 8 à Tunis, fin août 22, et le sommet de la francophonie à Djerba en novembre 22, avec un forum économique en marche. Ces manifestations viendront consolider la position stratégique de la Tunisie auprès des investisseurs internationaux. Mesdames et messieurs, en étant tous réunis aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout une marque de confiance de nos investisseurs. Je vous en remercie. Et nous nous engageons ici à ne jamais vous décevoir. Sachez que vous incarnez le symbole de notre ambition stratégique. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la Tunisie. Vous êtes notre diplomatie économique. Mesdames et messieurs, cette confiance, elle s'inscrit dans un contexte inédit. Et je pense que nous devons tous, à cette occasion, et dans les temps qui viennent, en tirer les conséquences.
nos pays ont la chance d'être en paix. Mais nous nous sommes rendus compte, dans nos pays, par les crises, que les enjeux économiques ne peuvent plus être décontextualisés des aspects géopolitiques, que l'assurance d'une production et d'un approvisionnement durable compte, que maintenir un savoir-faire compte également, que la proximité compte autant, et que bon nombre de secteurs deviennent stratégiques en période de crise, voire même de guerre. Les conséquences et l'impact d'une entrée dans une économie de guerre, depuis la pandémie de Covid-19 qui a bousculé le monde, nous les mesurons à nos dépens. Une économie de guerre dans laquelle nous allons durablement devoir nous organiser. Les changements et le nouveau contexte géopolitique, les défis stratégiques qui nous attendent, nous invitent à la relocalisation des investissements vers les havres de paix historiques pour garantir notre conception des souverainetés nationales et continentales, je dirais européennes, respectives bien sûr. La souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté sanitaire, la souveraineté numérique, la souveraineté cybernétique, et j'en passe. Mesdames et messieurs, tout a changé, mais l'exigence sera plus ambitieuse. On est appelés tous à changer de logiciel, c'est-à-dire une économie dans laquelle il faudra aller plus vite, plus fort, au moindre coût, réfléchir différemment sur les rythmes pour innover plus rapidement, une économie au fond dans laquelle on ne peut plus vivre au même rythme. Mesdames et messieurs, en Tunisie, nous sommes sur un plan global de réforme et sur ce plan, nous sommes partenaires du gouvernement. On pensait aller plus vite, finalement ce gouvernement va plus vite que nous. C'est parfait, c'est ce qu'on demande. Premièrement, je me permets de le dire, dans le cadre de l'instance nationale consultative pour une nouvelle République, nous avons présenté nos propositions dans le domaine économique et social pour le projet de constitution. Quelle meilleure garantie pour les investisseurs d'inscrire l'économie au centre des préoccupations de la constitution du pays. La loi de l'investissement, excusez-moi monsieur le ministre, le législatif, l'actuelle c'est une véritable usine à gaz. Il va falloir la décarboner et on va le faire très vite. Je suis désolé, j'essaie de vous faciliter le travail. Et puis on n'attendra pas la neutralité carbone en 2050, pour ça on ne sera plus là. Alors, un benchmark est en cours pour que la Tunisie soit en pole position sur tous les paramètres. Et nous serons ravis de vos propositions pour améliorer notre attractivité et faire de la Tunisie, pas comme ils ont dit, mais faire de la Tunisie un paradis d'investissement. On n'a jamais été un paradis fiscal, on est un enfer fiscal. Troisièmement, Madame la ministre des Finances, on veut une fiscalité de croissance, simplement. Très simple, une fiscalité de croissance. Et on veut qu'elle soit payable à la réalisation, et non pas d'avance. Quatrièmement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, un code d'échange moderne qui libère les Tunisiens, qui encourage l'internationalisation de l'économie tunisienne. Je veux que tous les Tunisiens soient riches en devises. Parce que la richesse des Tunisiens, c'est la richesse de la Tunisie. Voilà. Et peut-être pénaliser ceux qui sont riches en dinars. Mais ça peut être une idée. Voilà. Cinquièmement, une logistique efficace. Plus jamais de bateaux en rade. Et s'il faut qu'on change le nom du port, parce que quand vous appelez un port Rades, ça fait rade au pluriel, ça passe mal. Ça passe mal. Des services portuaires et douaniers opérationnels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un dédouanement flottant dès l'embarquement d'un port étranger. C'est possible. Et puis on veut créer des emplois. Mais allez-y.
C'est possible, d'autres l'ont fait. Autre chose, l'open sky. Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir le ciel? L'enfer va s'ouvrir avant le ciel. Alors, l'open sky sur l'aérien, sur le trafic passager, quel impact sur notre tourisme, mais aussi sur le fret. Les gens investiront quand on aura tous les atouts de la compétitivité, et c'est possible. Et après, ils ne repartiront pas de Tunisie. Finalement, une administration numérisée et partenaire de l'entreprise. Je ne veux plus aller à l'administration. Je veux que l'administration aille voir les entreprises pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'investissez pas? Pourquoi vous payez trop d'impôts? Pourquoi vous ne réinvestissez pas et vous ne profitez pas des exonérations ?» C'est ça l'administration qu'on espère, une administration qui vive avec l'entreprise, parce qu'il n'y a que l'entreprise privée, à condition d'éviter de la priver encore plus, parce que du privé, on n'entend que des privations parfois, et de l'encourager à investir, réinvestir, réinvestir, réinvestir. Mesdames et messieurs, notre modèle prend en compte l'enjeu de la croissance durable. La Tunisie sera aux avant-postes de toutes les transitions, l'écologique, l'environnemental, l'énergétique, la numérique, la mentale aussi. La Tunisie sera une vitrine d'avancées technologiques, autant de technologies qui sont essentielles, où nous investirons massivement pour être au meilleur niveau. Des industries plus innovantes et qui mobilisent l'ensemble de l'écosystème. Excellence opérationnelle, performance économique, innovation. Et c'est tout cela que nous aurons à apporter ensemble pour réaliser nos objectifs. La boussole stratégique que nous voulons porter ensemble est un succès collectif. Madame la chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, il nous revient collectivement d'armer de confiance les investisseurs. Et nous serons au rendez-vous. Mes félicitations à tous les participants et aux entreprises qui seront primées tout à l'heure. Merci de votre confiance, merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur Samir Majoul, président de l'UTICA, le patronat tunisien, et on n'en attendait pas moins de vous avec votre franc-parler légendaire. Merci beaucoup. On va passer à la suite. La parole maintenant est au vice-président de la Banque mondiale, Monsieur Farid Belhaj. Oui. Merci. كل ما كنت سأقوله قيل. Je vous remercie, Madame la chef du gouvernement, pour ce que vous avez dit et pour votre présence et pour l'invitation qui m'est faite, Monsieur le ministre, Messieurs les collègues et amis membres de ce panel, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement tunisien. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Ce n'est pas de moi. Ce qu'a dit Madame la chef du gouvernement est effectivement une preuve que commencer par un bon diagnostic, un diagnostic qui soit fait sans concession, un diagnostic franc, eh bien c'est le premier pas pour avancer et aller vers plus de progrès. Ce que vous avez dit, Madame la chef du gouvernement, et notamment concernant les contraintes aujourd'hui à l'investissement en Tunisie, est vrai, nous le savons. Mais parce que nous le savons, il vaut mieux le dire et travailler et agir de manière à lever ces contraintes. Ce que M. Majoul a indiqué maintenant, un style propre à lui, est aussi extrêmement important et extrêmement pertinent. Parce que finalement, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Ça fait 20 ans que nous avons ces colloques et ces forums. Ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte que l'investisseur tunisien ou étranger se sente chez lui lorsqu'il vient en Tunisie. Qu'il se sente chez lui parce qu'il peut faire du profit, parce qu'il peut faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire promouvoir son entreprise
et par là même créer de la croissance et créer de l'emploi. Et c'est dans ce cadre-là que la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale avec la Société financière internationale, mais d'autres partenaires de la Tunisie, s'alignent derrière toute stratégie et toute trajectoire qui permet d'aller vers une ouverture de l'économie, vers plus d'engagement du secteur privé, vers moins de contraintes par rapport à l'investisseur, de manière à véritablement, une fois encore, attirer l'investissement dans notre pays. C'est un pays qui est une plateforme importante, non seulement sur un plan géostratégique, mais aussi parce que nous avons, et j'en parle je suis représentant de la Banque mondiale, mais j'en parle comme Tunisien, parce qu'il y a des atouts dans ce pays, et parce que ces atouts-là ne sont pas toujours exploités de la manière dont ils devraient l'être. Je vais faire 4 points qui constituent en réalité le dialogue que nous avons avec le gouvernement, que nous avons eu pendant des années, et sur lequel nous continuerons à travailler. Première chose, le rôle de l'État dans l'économie. Pas seulement en Tunisie. Je suis responsable d'une région qui va du Maroc vers l'Iran. Tous les pays de cette région-là ont ce problème d'un rôle lourd de l'État et des appareils de l'État dans l'économie. Et c'est ce travail qu'il faut faire sur soi-même, de façon à ce que l'État fasse son rôle, joue son rôle, qui est celui d'être un régulateur. Que l'État joue son rôle, celui d'être un porteur d'action, et non pas un entrepreneur. Lorsque l'État entreprend, l'État faillit. Et nous l'avons vu à travers le monde, et aujourd'hui, à travers le monde, très peu sont les pays qui ont choisi et qui choisissent encore un rôle de l'État qui soit prépondérant sur le plan économique. Et pour cela, il faut qu'effectivement, l'État puisse se pourvoir d'autorités de régulation et d'autorités de la compétition et de la concurrence qui ait un réel pouvoir. Et nous l'avons vu nous avons certains exemples dans la région où des autorités de la concurrence ont montré qu'elles pouvaient être efficaces. Et là, il est très important de travailler sur cette question-là. Il y a en Tunisie une autorité de la concurrence, il faut la renforcer, il faut lui donner plus encore de pouvoir. Deuxième grand pan d'engagement de la Banque mondiale en Tunisie, toujours avec un lien sur le secteur privé, sur l'engagement du secteur privé, sur la capacité d'attraction du secteur privé, c'est la question du capital humain. Nous nous enorgueillons dans ce pays d'avoir un capital humain fort. C'est vrai, mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire parce que le marché du travail est un marché qui évolue de manière extrêmement rapide et qu'il faut que la formation, que l'éducation puisse suivre, voire être en avant des évolutions de ce marché du travail. Et c'est là qu'effectivement un travail important de réforme des secteurs de l'éducation est à faire aujourd'hui. Pareil pour ce qui concerne le secteur de la santé. Nous pensions, à partir de Washington, nous pensions franchement qu'un certain nombre de pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord avaient la capacité d'absorber les chocs quand il s'agit de chocs relatifs aux questions de santé. Eh bien, la crise de Covid-19 a prouvé que ce n'était pas le cas, qu'en réalité, les performances du secteur de la santé dans notre région étaient bien au-deçà de ce que nous pensions et surtout des nécessités lorsqu'il s'est agi d'essayer d'absorber une crise. Donc là aussi, un travail à faire très important. Et le troisième point, c'est effectivement la question de la protection sociale, qui est fondamentale parce que si nous allons sur des réformes importantes, structurelles, il faut qu'il y ait une dimension sociale qui accompagne ces réformes-là. Troisième grand pan de la conversation que nous avons avec le gouvernement, c'est la question de la résilience et des changements climatiques. D'abord pour une question de vie et de survie. Nous avons aujourd'hui, à travers la région, la question de l'érosion des sols, la question de la désertification, la question de l'érosion côtière, la question de la qualité de l'air. Tout cela est important et doit être pris en compte rapidement. Ce que nous avons aussi, c'est qu'à quelques encablures
de nos côtes, des côtes de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il y a l'Europe. Et qu'en 2030, l'Europe s'engage à ce qu'elle appelle le Green Deal. C'est-à-dire qu'à partir de 2030, les importations en Europe devront être labellées, vertes, propres. Et pour ce faire, pour que les pays dont l'Europe est l'un des marchés principaux puissent continuer à avoir cette relation commerciale, eh bien, il faut que ces pays-là s'acclimatent à ce nouveau Green Deal. Et là aussi, il y a un travail à faire. Nous l'avons entamé déjà au Maroc. Et nous souhaitons continuer à travailler sur ces questions-là à travers toute la région, et notamment en Tunisie. Pour que la Tunisie soit compétitive, il faut aussi qu'elle puisse regarder sur les énergies renouvelables et propres. Il faut aussi qu'elle travaille beaucoup sur les questions de changement climatique. Et le quatrième point sur lequel nous souhaitons nous engager, c'est la question de plus d'harmonie régionale dans le pays. Déconcentration, décentralisation, faire en sorte que les régions qui sont les plus déshéritées puissent faire partie de cette dynamique de croissance. Et là aussi, nous avons un engagement depuis longtemps avec la Tunisie et nous souhaitons approfondir cet engagement-là parce que l'investissement ne se fait pas simplement sur les côtes et ne se fait pas simplement dans les grandes métropoles. Il se fait aussi beaucoup là où il y a des centres d'habitation qui sont peut-être plus modestes, mais qui peuvent aussi offrir des opportunités. Donc encore une fois, la Banque mondiale, en tant que groupe, est ici pour aider, assister, soutenir la Tunisie dans ce nouveau virage qu'elle prend, un virage qui, j'espère, sera un virage qui ira vers plus d'ouverture sur l'investissement, plus d'ouverture sur le secteur privé, plus d'ouverture vers la croissance et la création d'emplois. Beaucoup de mes collègues me reprochent de le répéter, peut-être plus que je ne devrais, mais je le redirai encore, parce que la question de la jeunesse dans notre région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est une question fondamentale. La dynamique démographique que nous voyons aujourd'hui dans la région, encore une fois du Maroc jusqu'à l'Iran, mènera à ce qu'en 2050, il y ait plus de 300 millions de jeunes qui vont frapper à la porte du marché du travail. 300 millions, c'est-à-dire pratiquement autant de jeunes qu'il n'y a aujourd'hui de personnes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Eh bien, tous ces jeunes-là ne trouveront pas de travail dans le secteur public. Je peux vous l'assurer, vous le savez. La seule manière d'offrir un travail de qualité et un travail pérenne à ces jeunes, eh bien, c'est l'ouverture vers le secteur privé, le seul qui puisse absorber cette capacité, cette énergie, cette créativité. Et je vous invite aujourd'hui à réfléchir à cette question, de voir pour vos enfants et vos petits-enfants, est-ce que vous pensez que leur avenir est ici, dans un pays prospère et en croissance, dans un pays qui offre effectivement des possibilités de vie respectables et dignes, ou est-ce que leur avenir est de traverser la Méditerranée dans des conditions complexes? Voilà encore une fois, Madame la chef du gouvernement, messieurs, une assistance importante. Je vous remercie pour votre attention et j'espère véritablement que ces mots, que j'espère être perçus comme étant sincères en termes d'engagement personnel et d'engagement de la Banque mondiale, eh bien que ces mots auront un écho dans le travail que vous allez mener aujourd'hui et demain, mais aussi à travers les mois qui viennent. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Felid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale. Chiffre choc, 300 millions. Donc il y a autant de jeunes aujourd'hui sur toute cette région frapperont d'un coup, en fait, sur la porte, comme vous disiez, du marché du travail. C'est ça, j'ai bien compris. 2050, bien sûr. Ah, voilà, parce que... Voilà. Donc il y en aura de plus en plus. D'ici 2050, ils seront, voilà, en cumulé, ils seront 300 millions, presque autant. Voilà. Fallait le préciser, hein, sinon, sinon on a du pain sur la planche.
Merci beaucoup encore une fois, M. Walid Belhaj, vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région MENA, qu'il a bien décrit, donc du Maroc jusqu'en Iran. La parole maintenant est à M. Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. On peut applaudir. Salam alaikum. J'ai choisi le français. C'est un testimonial d'un pays très bilingue et qui devient davantage trilingue avec l'anglais que je vois pousser dans ce pays d'une manière très importante. Madame le chef de gouvernement, Madame Nejla Bouden Romdan, Monsieur le ministre de l'économie, de la planification, Monsieur Samir Saïd, les éminents intervenants, si Farid Belhaj, si Samir Majoul et tous les personnalités prestigieuses qui interviennent aujourd'hui. Je suis vraiment heureux et honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous adresser pendant cette 20e édition de la Tunisie Investment Forum. Vous le savez, ce forum se tient à un moment où le monde entier est confronté à des incertitudes économiques majeures. La Tunisie, comme tous les pays de la région, et je parle de la région euro-méditerranéenne, il s'agit de ma zone, subit les conséquences de deux perturbations successives, évidemment la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, qui ont exacerbé les problèmes économiques structurels déjà existants dans la région. Alors que nous surmontions à peine les conséquences de la crise de Covid-19, nous nous sommes tous retrouvés confrontés au conflit ukraino-russe, ces deux pays qui faisaient partie des principaux exportateurs d'hydrocarbures et de céréales. Cette guerre a profondément perturbé les marchés mondiaux, avec notamment une envolée des prix du pétrole et du blé. Et comme nous le savons tous, les importateurs nets, et il y en a plein dans notre région, des céréales et d'énergie, sont particulièrement vulnérables aux pénuries d'approvisionnement et aux pressions inflationnistes. Malgré cette situation que je qualifie de peu encourageante, il existe raison d'être optimiste. C'est précisément la raison pour laquelle je me félicite que le forum d'aujourd'hui soit axé sur les réformes, et vous avez parlé longuement, Madame le chef de gouvernement, mais aussi les intervenants, sur ces réformes, et je félicite d'ailleurs la volonté de la famille et son annonce qui sont prêtes à négocier, qui démontrent le sérieux du programme de réformes structurelles que ce pays va entreprendre dans les mois et les années qui viennent. Alors, je félicite aussi le fait que vous avez choisi ou axé vos travaux sur la réforme et la compétitivité. C'est les défis du moment. Ils sont grands, ils ne doivent pas fausser la vue d'ensemble et faire oublier l'énorme potentiel de la Tunisie. Et je le dis parce que je suis quelqu'un qui a passé 4 ans dans ce pays et je le connais assez bien. En effet, ce pays dispose de précieux atouts qui sont à la fois et surtout son capital humain, jeune et qualifié, ses ressources naturelles, son importance géostratégique, ainsi que les nombreux accords commerciaux préférentiels qu'il a signés. La Tunisie dispose en outre d'une diaspora dynamique et vivante qui comprend des personnes hautement qualifiées et des jeunes entrepreneurs prêts à se mobiliser en faveur de leur pays d'origine. En ce sens, les efforts visant à encourager et faciliter les investissements de la diaspora en Tunisie ne manqueront pas
de contribuer à la croissance économique du pays. Au-delà de tous ces atouts, la Tunisie a eu le courage d'entamer des réformes structurelles qui commencent à porter leurs fruits. Cet esprit réformateur s'est notamment manifesté par l'amélioration du cadre juridique pour les start-ups, l'accès au financement, l'autonomisation des femmes et le soutien à l'économie sociale et solidaire, l'amélioration des infrastructures et des moyens de transport, l'accent mis sur l'inclusion financière et les efforts pour favoriser la transformation numérique sont autant de développements positifs qui contribueront pleinement à une croissance inclusive et durable et qui ne laisse personne pour compte. Tout à l'heure, on parlait du changement climatique. On vit dans une région qui se chauffe 20% plus rapidement que le reste du monde, pour des raisons variables. Tout ce qui est investissement d'impact, c'est une économie qui va présenter 3 trillions, I don't know how to say trillion in French. Trillions? Ok. Dans les années qui viennent. Le New Green Deal dont on a parlé tout à l'heure ne sera pas possible en Europe sans investir dans le renouvelable dans notre région, ici au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et on est capable de produire les besoins énergétiques de l'Europe et d'amener l'Europe pas seulement à la neutralité, mais à la zéro émission en 2050. Je dis ça parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où il y a une reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Et certaines chaînes d'approvisionnement offrent des opportunités pour notre région. Et on doit les saisir. Et le renouvelable est un des secteurs sur lesquels on doit s'investir. Cela suppose que toute réforme économique significative prenne davantage en considération une intégration plus étroite, afin non seulement d'assurer la sécurité et la stabilité économique de la région, mais également de construire à long terme des économies et des chaînes de valeur plus résilientes et durables. Il faut avoir une vision régionale et une vision nationale et une vision globale. Mais la régionalisation est très importante dans ce sens-là. Si l'Europe espère devenir une puissance économique dans les décennies qui viennent, ça ne peut se faire qu'à travers une intégration avec la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est, pour être précis. Cette intégration régionale est au cœur du projet de l'Union pour la Méditerranée et l'une de nos missions prioritaires. Le secrétariat vraiment travaille et elle est prête à appuyer toute initiative visant à mettre en œuvre nos objectifs communs. Je ne veux pas m'étendre sur des sujets qui ont été déjà pleinement présentés avant moi. Alors, je profite de cette occasion pour encore remercier Madame le chef de gouvernement, le ministre de l'économie et vous tous de m'avoir invité et me donner l'occasion de vous adresser aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur Nasser Kamel. La parole maintenant est à Monsieur Cheikh Omar Silla, directeur pour l'Afrique du Nord de la SFI, Société financière internationale. Excellence, Madame la chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le ministre de l'économie et de la planification, cher Ferid, Monsieur le gouverneur, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être aujourd'hui à l'ouverture du Tunisia Investment Forum, un événement que nous avons eu le plaisir d'organiser avec nos collègues de la Banque mondiale. En 2022, la SFI fêtera les 60 années de présence en Tunisie. Entre notre départ des activités en Tunisie
et 2022, nous avons investi à peu près 1 milliard de dollars américains en Tunisie, sur à peu près une cinquantaine de projets. Une expérience marquée par des projets qui ont contribué à générer un impact direct et indirect, la création d'emplois, le soutien à la résilience, la croissance et l'internalisation de champions locaux et le renforcement de l'accès au financement des entrepreneurs et des PME. La Tunisie demeure un pays qui représente qui a un certain nombre d'atouts que l'audience connaît bien et qui comprend notamment le positionnement géographique, la qualité des compétences humaines, une infrastructure de base solide et un tissu industriel. Il y a effectivement aussi des challenges. On a parlé tout à l'heure des lourdeurs administratives, d'une logistique qui peut être largement améliorée et un ensemble et un contexte de compétitivité également que nous pouvons améliorer. Le programme de réforme ambitieux sur lequel travaille le gouvernement a l'objectif en fait d'adresser les contraintes et nous estimons qu'à notre niveau, il faudra libérer le potentiel des entrepreneurs et des entreprises tunisiennes. Les réflexions menées sur les réformes du climat des affaires, la promotion des pratiques concurrentielles et l'amélioration des PPP sont essentielles pour rétablir la confiance et redynamiser l'investissement privé en Tunisie. Grâce à notre présence globale et à l'expertise que nous pouvons apporter, l'IFC est prête à participer au financement en fait, des investissements en Tunisie et aussi accompagner les entreprises tunisiennes à se développer à l'international. Je voudrais mentionner que le travail que nous avons fait avec la FIPA au cours des 10 dernières années, avec des campagnes sur plusieurs pays, Japon, Chine, Inde, Canada, ont eu le mérite de pouvoir en fait soutenir l'investissement ou retenir l'investissement en fait étranger. Je souhaiterais également réaffirmer notre engagement à collaborer avec les autorités tunisiennes à attirer une plus grande participation du secteur privé dans les projets d'infrastructure via le PPP, un exemple peut-être le secteur de l'énergie qui est essentiel. Il faudrait pour cela en fait une préparation adéquate des projets, des appels d'offres, en accord avec les meilleures pratiques internationales, ce qui est essentiel pour le bénéfice en fait des populations tunisiennes. Je voudrais vous remercier et réinsister sur le fait que la SFI est un partenaire honnête pour le gouvernement tunisien, mais également honnête pour le secteur privé tunisien. Et nous serons toujours avec la Tunisie. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sylla. La parole maintenant, ça va être une prise de parole à distance par Madame Isabelle Durand, secrétaire générale adjointe de la CNUSED. Mesdames et messieurs, chers amis tunisiens, investissement, innovation, compétitivité, voilà des sujets sur lesquels la CNUSED travaille depuis des années afin de les mettre au service du développement. Notre dernier rapport sur les investissements met en évidence que si, globalement, les flux globaux d'investissement sont revenus à des niveaux d'avant la pandémie, les vrais investissements productifs, ceux-là restent insuffisants et fragiles, et cette croissance faible risque de se poursuivre tout au long de l'année 2022. Et cela d'autant plus que la triple crise consécutive à la guerre en Ukraine, et qui concerne, vous le savez tous, l'énergie, l'alimentation et le financement, ainsi que l'inflation qui en découle, viennent encore un peu alourdir les perspectives dans bon nombre de pays, qui ont d'ailleurs déjà été durement frappés par les conséquences socio-économiques de la pandémie. C'est particulièrement le cas pour les économies les plus fragiles ou les plus dépendantes des importations de blé, d'engrais ou d'énergie en provenance de ces pays. Dans ces circonstances, attirer les investissements étrangers requiert à la fois des mesures ciblées, entre autres en matière de taxation,
de branding via votre agence de promotion des investissements, aussi la mise à disposition de personnel compétent et formé, et cela au cas par cas en fonction du secteur ou de l'activité que vous souhaitez attirer. Mais c'est encore plus que cela, c'est aussi tout un écosystème qu'il faut développer. Vous y avez à raison ajouté la question de l'innovation et de la durabilité, qui sont deux conditions sine qua non pour attirer l'investissement étranger. En matière d'innovation, je voudrais insister sur un domaine sur lequel la CNUSET a travaillé avec la Tunisie récemment, à savoir le numérique, la technologie et le commerce électronique. Ce sont évidemment des éléments cruciaux de cet écosystème que je viens de mentionner. En cette matière, l'évolution est constante dans ce secteur extrêmement rapide, ce qui requiert une grande agilité de la part des autorités et des acteurs. Le potentiel du commerce électronique en Tunisie, comme l'a démontré le travail que nous avons fait avec vous, est important. Il est soutenu par les progrès réalisés cette dernière décennie, notamment en termes de connectivité, avec des taux de pénétration et d'utilisation de l'Internet et un réseau mobile assez solide, qui sont bien supérieurs en définitive à la moyenne mondiale. Mais l'évaluation menée par la CNUSET avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a aussi montré quelques failles ou quelques limites. Il a en outre été complémenté par une enquête conduite auprès des consommateurs qui a montré certains obstacles qu'il vous faudra lever à court terme. Et ce sera le cas pour ce qui concerne par exemple le secteur de la logistique, pas d'e-commerce sans logistique, mais aussi la question de l'accès au financement pour les opérateurs du secteur du commerce électronique qui devra être amélioré, facilité. Il vous faudra également, selon cette évaluation, revoir votre réglementation d'échange, car évidemment l'e-commerce, pour acquérir une vraie valeur économique, doit être transfrontalier et ouvrir vers l'extérieur les produits et les services du marché tunisien. Pour ce qui est des investissements qui adressent d'une façon ou d'une autre la crise climatique, le changement climatique, il est à constater que les investissements consentis le sont surtout dans le domaine de l'atténuation et bien moins dans le domaine de l'adaptation, ce dont beaucoup de pays, y compris la Tunisie, ont besoin. Il y a donc lieu à cet égard de restaurer un certain équilibre. Alors ce forum vous offre à tous, opérateurs, autorités publiques, secteur privé, l'occasion d'échanger, de combiner vos efforts pour développer les avantages compétitifs de votre pays, des femmes et des hommes de ce pays, de votre jeunesse, de vos entrepreneurs et entrepreneuses. Et donc, notez aussi, parce que ça viendra à court terme, la tenue à Djerba du sommet de la francophonie en novembre prochain, sommet qui fera aussi la part belle à la stratégie économique et numérique. Ce sera encore une nouvelle occasion de mettre les atouts de la Tunisie en valeur. Je vous souhaite donc de riches et fructueux échanges et discussions et vous assure de la disponibilité de la CNUSET pour travailler à vos côtés. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous de bons travaux. Merci à vous, Madame Durand. Je rappelle, secrétaire générale adjointe de la CNUSET. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie de Words. Nous arrivons... non, pas encore. Nous allons par la suite passer à la cérémonie de Words et je vais demander dans quelques instants de nous rejoindre sur scène M. Abdelbasset Ranmi. Mais avant tout, bien évidemment, nous avons prévu que Madame la chef du gouvernement, bien évidemment, puisse ouvrir cette séance inaugurale. Et puis, à la fin, certainement, Monsieur le ministre de l'économie et de la planification aura des commentaires par rapport à ce qui a été dit. Il y a des choses qui ont été dites dans ce panel, donc vous aurez l'occasion d'y répondre. Et puis, vous aviez vous-même des remarques dans cette séance. Donc, la parole maintenant est à vous, Monsieur Semir Saïd, sous vos applaudissements. Merci aussi, mais à un moment donné, j'ai cru que je n'aurais pas le droit à la parole, donc, parce que mon ami Samir Mejoul avait provoqué un peu la situation actuelle et il a parfaitement raison, et donc je voudrais réagir également à ce qu'il avait dit, parce que ça a beaucoup de sens. Mais tout d'abord, je souhaite souhaiter la bienvenue à tous nos invités. Je voudrais également remercier Madame la chef du gouvernement pour avoir accepté de présider cette importante manifestation économique et pour son leadership qui vient d'être couronné par la décision de l'FMI qu'on a reçue hier, avec beaucoup de soulagement, je l'avoue.
de la part de l'FMI, parce que nous pensons que ce gouvernement, dont je remercie également d'avoir répondu à l'appel, a fait un très grand travail collectif avec les équipes de l'administration, avec l'UTICA, les partenaires sociaux, la Connect, les organisations professionnelles, les différents organismes qui ont bien voulu contribuer à ce grand travail qui a permis de mettre en place un grand projet de réforme nationale. Malheureusement, nous avions tardé à appliquer ces réformes et ça rend un peu leur application plus compliquée, mais on n'a pas peur de la tâche et nous allons, comme le FMI l'avait exprimé, mener ces tâches en parallèle. Nous n'avons plus le choix. Nous avons perdu du terrain et nous devons vraiment le rattraper. Donc, côté méthodologie, nous avons ce plan de réforme qui va essayer d'accompagner les autres réformes qui sont principalement le climat des affaires et que nous sommes en train de mener avec nos partenaires du secteur privé parce que nous considérons que les mieux placés, c'est les gens qui sont en train de subir un peu une certaine bureaucratie. Oui, nous avons un certain nombre de textes qui sont lourds, que nous devons alléger. Nous devons, Madame la chef du gouvernement l'avait indiqué, consacrer et appliquer le principe de la liberté d'investissement. Donc nous sommes engagés à supprimer les autorisations, sauf raison spécifique, d'ailleurs qui est clarifiée dans la loi. Et donc nous allons libérer l'initiative privée. Donc nous avons, côté méthodologie, mené un travail collectif, plusieurs réunions avec les différentes chambres mixtes, avec les différents représentants des organismes professionnels et la société civile. Et on est arrivé à 223 à peu près mesures, dont on a priorisé 43 qui seront en mode d'application sur les prochains mois. Côté planification, donc, le gouvernement a repris un peu le travail de la vision 2030 qui a été préparé par les précédents gouvernements. Nous l'avons un peu redonné un coup de neuf et de la même manière, d'une manière participative, il est sur le site du ministère de l'économie pour ceux qui veulent y contribuer. On a eu pas mal de réactions positives et de contributions qui nous ont permis d'enrichir le document. Le plan, quand ce gouvernement avait pris la responsabilité, en fait, on devrait avoir un plan 21-25 qui est prêt. Ce n'était pas le cas, donc nous étions dans l'obligation de travailler intensivement pendant les 6 premiers mois de l'année. Je remercie encore une fois les régions, les gouverneurs et les membres du gouvernement d'avoir accepté cette compression de temps. Les plans régionaux ont été préparés, ils sont prêts. Les plans sectoriels sont à 90% prêts. Donc, d'ici quelques semaines, nous aurons une première version que nous allons discuter avec le Conseil des ministres et revoir avec vous pour certains points. Et l'adopter, on doit le faire pour que ce travail cadre également les travaux de budget 2023 pour pouvoir justement apporter les innovations que vous êtes en train d'attendre. Moi, simplement, je souhaite exprimer mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce travail, du secteur privé et tous les organismes financiers, les partenaires financiers qui nous ont accompagnés et qui n'ont pas douté de ce pays malgré tous les chocs qu'il a reçus. On en a reçu pas mal. Après, des chocs externes, certes, mais on reconnaît également notre responsabilité. Nous en sommes pleinement conscients. Et Madame la chef du gouvernement l'avait rappelé. Moi, je voudrais... demain, j'aurai l'occasion de m'exprimer plus longuement sur ces mesures d'amélioration du climat des affaires, mais je souhaiterais quand même indiquer que la Tunisie ne manque pas d'atouts. Nous avons en position 3 maintenant sur le plan tennis mondial, Madame Ould-Jeber. Nous avons en position numéro 1 la première chef de gouvernement arabe et en position numéro 2, nous avons le meilleur ratio de production de scientifiques et de chercheurs, deuxième dans le monde quand on le rapporte per capita, en nombre de la population globale. Donc aujourd'hui, dans la montée en chaîne de valeur que la Tunisie est en train de mener,
et je suis heureux d'avoir entendu Samir Mejoul parler de l'innovation, de l'évolution vers cette montée en chaîne de valeur pour laquelle la Tunisie a des atouts. Nous avons également la jeunesse. On voudra qu'ils restent ici dans le pays. Et ils ont un talent fou. Et ils ont également une frustration énorme. Nous en sommes conscients, comme également la vôtre, comme celle de Samir. C'est ma responsabilité avec nos collègues du gouvernement d'y répondre. Nous avons la partie conceptuelle pratiquement prête, le diagnostic est prêt. J'entends dire que le diagnostic, on le connaît. Non, on le connaît, oui, mais en profondeur, il fallait aller vraiment analyser le fin fond des choses. Et c'est ce qui a été fait par le secteur privé. 80% des propositions qui ont été faites, elles émanent de vous. Donc, on veut vraiment répondre à vos soucis quotidiens. Demain, on y reviendra. Donc, on va consacrer le deuxième semestre à travailler ensemble. Nous allons continuer ensemble la préparation de l'exécution de ces réformes. Donc, avant de finir, je voudrais remercier nos partenaires financiers qui ont toujours cru en Tunisie. On a toujours dit que la Tunisie a honoré ses engagements et on le répétera toujours. Elle continuera à le faire parce que c'est nous, c'est la signature tunisienne. Nous serons toujours là. Je finis par remercier tous les organisateurs, la FIPA, toutes les autres institutions qui ont contribué à cela. Je vous remercie, vous, pour assister, malgré les difficultés que le pays connaît, de continuer de croire aux atouts de notre pays. Je voudrais remercier la Banque mondiale pour le soutien énorme qu'elle est en train de donner maintenant à l'économie tunisienne. Nous continuons à travailler ensemble. Je remercie également les CFI pour l'accompagnement au niveau du climat des affaires. Nous sommes en train de repérer les meilleures pratiques dans le monde, dans ce domaine-là, pour s'en inspirer. Donc, pour moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour le premier panel. Il y a également d'autres panels que vous avez peut-être, pour ceux qui n'ont pas pu assister, nous mettrons le contenu sur le site pour ceux qui se sont inscrits. Donc, vous aurez le contenu de ce qui a été fait. Merci infiniment. Merci Madame la chef du gouvernement, merci à tous nos invités et merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Samir Saïd, ministre de l'économie et de la planification. Comme je disais, je vais demander au PDG de la FIPA, de la Foreign Investment Promotion Agency, Monsieur Abbas Tranmi, de nous rejoindre sur scène. Et je vais demander à nos panélistes de vous lever parce qu'on passe à la séance de Words. Non, vous allez rester, mais il faut tenir quelques minutes là. Il faut tenir. On a 8 words à remettre. Donc nous allons commencer tout de suite par le premier. Nous sommes dans les temps, ce qui est très bien. Et le premier award, c'est the April 72 Investment Law Award. Et donc ce prix est décerné en reconnaissance de la première entreprise étrangère pionnière qui s'est installée en Tunisie suite à la promulgation de la loi 72 du 27 avril 1972 portant création d'un régime particulier pour les industries aujourd'hui donc produisant pour l'exportation. Et ce premier prix, donc ce prix pour la loi 72, avril 72, est décerné à l'entreprise Draxelmeier. Nous appelons les représentants de l'entreprise nous rejoindre sur scène. En 1974, Draxelmeier choisit la Tunisie pour établir à Sousse son premier site de production hors d'Allemagne. C'est la première fois que Draxelmeier a quitté l'Allemagne. C'était pour la Tunisie où elle s'est installée à l'étranger. Donc c'était un petit atelier d'assemblage de composants électrique avec une toute petite équipe de 10 ouvriers. La première unité à l'étranger de Draxelmeier, c'était une unité de 10 personnes. D'ailleurs, vous pouvez voir le film, vous pouvez voir toutes ces images. Et comme je disais, donc aujourd'hui, Draxelmeier Tunisie, elle compte 5 sites de production, dont 4 dédiés à la fabrication de faisceaux de câbles et un site spécialisé dans les produits d'intérieur pour des voitures premium, respectivement établis à Sousse, Mahdia, Monastir et Seliena. Draxelmeier Tunisie poursuit sa croissance et crée des emplois pour des ingénieurs
hautement qualifié à travers ses 4 centres d'excellence où il développe des systèmes de câblage et des systèmes électriques embarqués, offrant des solutions informatiques et soutenant des projets clients du groupe Draxelmaier dans le monde entier à partir d'ici. C'est d'ailleurs dans ce cadre que Draxelmaier Tunisie entame cette année la réalisation de son plus grand hub de recherche et développement et de la technologie d'information en Tunisie et qui va abriter plus de 1000 ingénieurs et techniciens tunisiens qui serviront les différents sites du groupe dans le monde entier. 1000 ingénieurs tunisiens qui vont servir tous les sites Draxelmaier dans le monde entier à partir d'ici. Alors nous allons... Monsieur Semir Majoul me rappelle une anecdote qu'on m'a racontée il y a quelque temps. C'est une belle histoire et qui est très symbolique de cette terre qu'est la Tunisie, cette terre d'accueil, cette terre de paix. Lors de la guerre mondiale, il y avait un soldat, un soldat allemand qui a eu bien évidemment une mésaventure. C'était la guerre et il a été recueilli, malgré que bon, la Tunisie était neutre dans ce, mais il a été recueilli par des Tunisiens, il a été recueilli par la population locale dans le Sahel. Et ces personnes l'ont protégé, l'ont hébergé quelque temps. Et puis la guerre est finie, et puis ils s'en est allés. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais comme toute histoire, comme toute personne qui a une pareille histoire, il a continué à raconter ça à ses enfants et à leur parler de ce pays qu'est la Tunisie, où il aurait pu mourir, et des personnes qu'il ne connaissait pas l'ont protégé. Il a toujours dit, j'ai envie de rendre, d'être dans une logique de give back, d'essayer d'aider ce pays-là. Si j'ai pas l'occasion de le faire, si vous, un jour, vous pouvez faire quelque chose pour ce pays-là, faites-le. Et le fils de cette personne, c'est le fondateur de Draxelmaier. Et c'est ça l'histoire. Et ce n'est pas une légende urbaine, c'est une vraie histoire. Et il s'est inscrit, il a voulu le faire. C'est pour ça que Draxelmaier, la première fois où ils ont pensé à s'internationaliser, ils se sont installés en Tunisie, comme on dit en Tunisie, Fidar Arbi, Kemaritoa, donc avec 10 ouvriers. Et la Tunisie leur a porté chance. Il est venu par la suite dans un précédent Tunisia Investment Forum à Nefta. Et il avait pris la parole, il y a des images de ce discours, je ne sais pas si on avait pu la voir, où il a parlé d'un proverbe allemand qui parle du pouce vert, où on peut avoir de la chance, où on peut prospérer. Il a dit, vous avez de la chance, nous on parle de pouce vert, vous, tout votre pays est vert, et il nous a porté chance, et c'est un pays où les affaires peuvent prospérer. C'était le témoignage du fondateur de Draxelmaier. On peut les applaudir, merci beaucoup. On va enchaîner. Moi, je pensais qu'on allait donner la parole peut-être aux lauréats, mais je ne sais pas, vraiment, c'est à leur guise. Moi, je pensais donner la parole à chaque fois, vraiment 30 secondes ou 8 minutes. Donc, les représentants de Draxelmaier. Draxelmaier. On avait prévu pour chaque séquence de bien présenter les choses. Ça prendra 4 minutes à chaque fois, donc vous avez le temps. Vous pouvez le faire au pupitre. I would like to say thank you for this award for our colleagues. And Draxelmaier Automobile Company, we produce wiring harnesses and interior components here in Tunisia since 1974. And now I would like to thank you also for my colleague, Mr. Sabri Brahim and Ali Klafir. They are responsible in Tunisia also for the HR and for the financial and invest situation for our Draxelmaier group. And now we reach 10,000 working places for 10,000 employees. And we have now 5 plants here in Tunisia for the automobile industry. And we would like to be for, I don't know how many years in Tunisia for the next 10, 20, 100 years, let me say. Okay, thank you. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites en Tunisie. Alors je ne vais pas raconter des anecdotes avec tous les lauréats, sinon on ne va pas s'en sortir. On va passer à l'award suivant, et là c'est The Investor of the Year Award. The Investor of the Year Award, il est décerné en reconnaissance d'un investissement important en termes de volume d'investissement et en termes de création d'opportunités d'emploi. Ce prix est décerné pour cette 20e édition du Tunisia Investment Forum au groupe Sumitomo Electric Industries. SEI, qui est un groupe japonais
Un groupe japonais qui existe depuis plus de 120 ans. Il opère dans l'industrie électrique et électronique avec 5 segments d'activité, à savoir l'automobile, l'énergie et l'environnement, matériel industriel, électronique, info, communication. Le groupe est un leader mondial dans la fabrication des composants électroniques et des câbles sous-marins de télécommunications. Le câblage automobile est une des activités du segment automobile dont la division Sumitomo Electric Boardnets est située à Wolfsburg en Allemagne et qui est représentée par son CEO, Monsieur Namba. Sa présence en Tunisie, elle a démarré en 2008 avec sa filiale Sumitomo Electric Boardnets Tunisia et qui a construit une usine de 25 000 m² située à Jendouba dans la zone industrielle LLDTR. Cette dernière a été agrandie par une surface additionnelle de 19 000 m² en 2021. Elle emploie actuellement 4 135 personnes et avec une capacité pouvant atteindre les 5 500 personnes. À ce jour, l'investissement dans cette filiale tunisienne est de 141 millions de dinars. De même, en 2019, le groupe n'a pas cessé d'investir et a ouvert une autre filiale du groupe à El Faja dans le Néoparc El Faja dans la région de Manouba avec une usine de 33 000 m² qui emploie actuellement 1450 personnes avec une capacité pouvant atteindre 3 000 personnes et avec un investissement totalisant à ce jour la somme de 54 millions de dinars. Des chiffres énormes, bravo. Merci Madame la chef du gouvernement, merci la FIPA et au ministère de l'économie pour cette reconnaissance et cette distinction. Ceci témoigne de l'effort fourni de nos équipes qui ont travaillé dur pour avoir la confiance de nos clients et de notre groupe. Avant de terminer, je voudrais ajouter que le groupe Sumitomo Electric ne va pas s'arrêter là et compte aussi encore investir pour que le site Tunisie soit le premier en Tunisie au niveau du groupe et peut-être nous serons le premier en Tunisie. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au Innovation Award. Innovation Award, c'est le prix de l'innovation qui est décerné en reconnaissance de l'importance des investissements réalisés par l'entreprise étrangère dans les activités à forte valeur ajoutée et à sa contribution dans la construction d'une économie fondée sur la connaissance et le savoir en Tunisie. Le prix pour cette année de Innovation Award pour cette 20e édition du Tunisia Investment Forum est décerné à l'entreprise Sagemcom Software and Technologies. Sagemcom Software and Technologies est la filiale R&D du groupe Sagemcom, le leader mondial sur le marché de l'accès à Internet. Grâce à ses box Internet, de l'accès au contenu vidéo, grâce au DSTB, au VSB, et le numéro 1 en région EMEA sur le marché de l'accès à l'énergie grâce à ses solutions de management d'énergie, compteurs communicants, électricité, gaz, eau et le système d'information Syconia. Sagemcom Software and Technology est né en 2005 et vit depuis sa création une formidable aventure de croissance pour atteindre aujourd'hui plus de 900 ingénieurs en software embarqués, software serveur, mais aussi électronique et mécanique, et ce sur 4 sites en Tunisie. Le dernier ayant été mis en opération en avril 2021. Le positionnement de leader mondial du groupe a amené Sagemcom Software et Technology à développer tous les métiers de l'ingénierie, des processus d'innovation. Il y a également eu l'ouverture d'une nouvelle extension de 800 m² supplémentaires ce mois-ci et ils espèrent et on espère en tout cas que ce prix va donner envie aux ingénieurs tunisiens de rejoindre cette belle entreprise. Voilà le message. Merci à eux et on leur donne la parole tout de suite au pupitre. Bonjour à tous, c'est un immense honneur pour moi de recevoir au nom de Sagemcom Software and Technology ce prix de l'innovation. Ce prix, c'est le prix du talent, c'est le prix de l'engagement et c'est le prix de la réussite de tous les managers, de tous les ingénieurs et de tous les techniciens qui travaillent pour le groupe Sagemcom en recherche et développement en Tunisie.
Ce prix, c'est celui de mon comité de direction, notamment. Je pense notamment à Walid qui est là, à Sami qui est là aussi, à Naoufel, à Oussema, à Amel, à Imen et à Mehdi. C'est une équipe totalement tunisienne. Notre réussite, notre croissance, on l'a construite jour après jour depuis 15 ans, dans un contexte pas forcément facile, notamment actuellement avec la fuite des cerveaux. Je pense que tout le monde le sait. Et j'aimerais inviter tous ceux qui veulent nous rejoindre à nous rejoindre et à participer à cette formidable aventure d'innovation que vit Sagemcom en Tunisie. Vous savez, nous sommes leaders, nous sommes numéro 1 mondial sur les box Internet, sur les compteurs intelligents et sur les solutions de management d'énergie dans le domaine de l'audio-vidéo. Voilà. Je fais un vœu, c'est celui que notre réussite inspire de nombreux acteurs étrangers qui sont aussi dans la salle, j'imagine, pour qu'ils nous rejoignent dans le secteur de la tech, dans le secteur de l'IT en Tunisie, et qu'ils contribuent, comme nous, à cette formidable réussite que le pays peut nous offrir aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup, bravo encore une fois. Sagemcom Software Technologies, la filiale R&D du groupe Sagemcom. Maintenant, nous allons passer au prix, à l'award The Corporate Social Responsibility, CSR, ou ce qu'on connaît en français, la RSE. Le prix, la RSE, est décerné à l'entreprise étrangère qui a fait preuve d'excellence en matière de responsabilité sociétale, avec une démarche sincère et créatrice de valeur, d'efficacité des programmes d'action communautaire, de l'implication du personnel, de la durabilité et de l'impact à long terme de ces actions. Voici les valeurs de la RSE. Nous les connaissons tous. Quelle est l'entreprise qui se voit décerner ce prix pour cette édition, cette 20e édition du Tunisia Investment Forum? L'entreprise est Kromberg & Schubert Tunisie. Qui est la filiale tunisienne de la multinationale allemande Kromberg & Schubert, créée en 2007 à Béja. Cette entreprise spécialisée dans la fabrication des câblages pour l'industrie automobile emploie aujourd'hui plus de 3000 personnes, comme on l'appelle communément donc à Béja. Elle est l'exemple même de la défiance, de la résilience, de l'agilité et de l'excellence. En effet, après être sur le bord de la fermeture définitive en 2014, je ne sais plus si vous en rappelez, Madame Neila Gonzi me fait signe de la tête, on s'en souvient, c'était dans les news, suite à d'immenses perturbations économiques et sociales et après une grande restructuration stratégique basée sur l'excellence opérationnelle, la transparence, le dialogue social, cette entreprise a pu renverser la donne et devenir une entreprise modèle, que ce soit au niveau national, prix national du progrès social, le prix national de la santé et la sécurité au travail, l'ordre national du mérite, ou bien à l'international, ils ont eu Best Plant of the Year 2017 et parmi le top 3 des entreprises les plus performantes en 2018, en 2019, en 2020, en 2021 dans le groupe Kromberg & Schubert. Voilà une belle histoire avec des compétences managériales 100% tunisiennes. Et vous allez prendre la parole au nom de ces compétences. Bonsoir, Madame la chef du gouvernement, chers honorables invités, c'est avec un immense plaisir et avec beaucoup d'honneur que nous célébrons aujourd'hui notre gratification nationale qui confirme notre bon choix stratégique de gestion. L'entreprise Kromberg & Schubert est une entreprise d'origine allemande. Nous sommes situés à la très belle ville de Béja, c'est au nord-ouest de la Tunisie, c'est à 100 km de Tunis. Kromberg & Schubert est une entreprise spécialisée en industrie automobile. C'est une entreprise là où depuis plusieurs années, on l'appelle une entreprise citoyenne. Nous avons mis ou déployé une politique sociétale qui implique tous les employés de l'entreprise, du simple ouvrier vers le top management, dans un cadre de confiance, dans un cadre de transparence et surtout avec beaucoup de communication. Et croyez-nous que depuis 10 années, et grâce à notre politique sociétale, nous avons pu augmenter et développer l'engagement et l'implication de nos employés. Et grâce à cette politique, notre site est classé parmi les top 3 des sites Kromberg & Schubert worldwide. Merci. Donc pour finir, merci. Pour finir, je souhaite remercier
nos amis de la FIPA, ici Abdelbast, pour leur support continu. Et je souhaite remercier toute la grande famille Kronberg & Schubert parce que grâce à eux, nous sommes présents aujourd'hui. Merci à vous. Mabrouk, bravo, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au Tunisia Investment Forum 20th Edition Award, le prix de la 20e édition du Tunisia Investment Forum. Il est décerné à une entreprise étrangère de renommée internationale qui œuvre dans un secteur prioritaire et qui a contribué au développement et à la réussite du secteur, de ce secteur en Tunisie. L'entreprise lauréate pour le Tunisia Investment Forum Award pour sa 20e édition est Safran Tunisie. Safran Tunisie, filiale du groupe industriel et technologique français présent au niveau international dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense internationale de haute technologie, classé 3e acteur aéronautique dans le monde, présente en Tunisie. Cette entreprise depuis 2005, Safran Tunisie, emploie plus de 2400 collaborateurs. 3400, ils étaient avant la crise Covid, répartis sur 3 sites, dont 2 à Slimane, à Soliman et à Glombelia, sur une superficie totale de 71 000 mètres carrés. 5 sociétés du groupe sont représentées en Tunisie, dont 10 divisions qui produisent pour les activités cabine intérieure, donc siège économique, siège business, coffre à bagages, etc. Les activités de puissance, donc les cœurs électriques, les activités d'actionnement, moteur, vérin, les activités fuel et oxygène, transmission de kérosène, réservoir et dégivreur d'avions et hélicoptères. Safran Tunisie a obtenu le prix national de la santé et de la sécurité 2018-2022, certifié Best Places to Work 2019, 2020, 2022. Cette distinction reflète la volonté de la direction Safran Tunisie et du groupe pour créer le meilleur environnement de travail possible pour ses collaborateurs. Ils sont membres actifs du groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales GITAS depuis sa création en 2006. Bravo, on peut les applaudir. Bonsoir tout le monde. Merci Madame la chef du gouvernement, merci la FIPA, merci tous ceux qui sont là et d'avoir pensé à nous pour ce prix qui nous honore. C'est le travail de toute l'entreprise, c'est pas mon travail, hein, c'est le travail de tous les collaborateurs. Et avant tout, moi ça fait 18 ans que je suis en Tunisie, donc si on se pose la question est-ce qu'il faut investir en Tunisie, est-ce qu'il y a un intérêt à venir en Tunisie, on va se poser plein de questions. L'infrastructure, la politique, tout ce qu'on a pu voir et discuter aujourd'hui, effectivement sont importants, mais je pense que le seul moteur de l'entreprise, ce sont les salariés qui le constituent. Et donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la Tunisie va nous proposer des talents, va nous proposer des gens qui vont encadrer cette entreprise et nous permettre de se développer. À cette réponse, je dis un oui majuscule en disant que depuis les 18 ans que je suis là, j'ai pu monter des sociétés, créer des entreprises, développer des groupes et des nouvelles activités. Aujourd'hui, on a été 3500 salariés, on est un peu moins après la crise Covid malheureusement, mais on trouve tellement de talents dans ce pays-là. On doit les développer certes, donc c'est un travail assez facile pour développer, je dirais, le bien-être de l'entreprise, mais au moins ça, on est sûr, c'est que ça existe et il faut l'exploiter. Le seul bémol, c'est qu'il faut qu'il reste. Donc aussi, le gouvernement doit faire attention à donner un cadre de vie, un cadre exceptionnel, je dirais, qui permette aux Tunisiens de vouloir rester chez eux. Aujourd'hui, on est en compétition avec le monde, on est en compétition avec l'Europe. On se fait chasser entre nous, entre toutes les sociétés qu'on vient de voir aujourd'hui, certes, mais aussi avec l'Allemagne, la France et d'autres pays. Donc c'est important qu'on puisse leur offrir un cadre agréable pour leur famille et pour le futur. Merci encore à tout le monde. Merci. Merci à vous. Nous allons passer maintenant à une autre tradition du Tunisia Investment Forum. Ça s'appelle The Welcoming Award, le prix de bienvenue. Comme son nom l'indique, ce prix est décerné à la plus importante nouvelle implantation en Tunisie dans les secteurs à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée. Et l'entreprise qui se voit décerner ce prix pour cette 20e édition du Tunisia Investment Forum est Sage Automotive Interiors. Sage Automotive Interiors, qui est spécialisé dans le secteur du textile technique pour automobiles,
Sage Automotive Interiors, elle a démarré ses activités en Tunisie en 2019 avec un noyau de 10 personnes. Elle compte actuellement, donc retenez bien, en 2019, ils ont démarré avec 10 personnes. Ils comptent actuellement 520 employés sur leur site situé à la zone industrielle El Aqba, d'une surface de 28 000 mètres carrés. Le montant d'investissement total s'élève à 15 millions de dinars. La croissance de Sage Automotive Interiors se poursuivra en 2023-2024 suite à l'acquisition de nouveaux projets avec le géant de l'automobile Stellantis, présent ici d'ailleurs. L'entreprise compte créer plus de 1000 nouveaux postes d'emploi durant les 2 prochaines années et un investissement de l'ordre de 20 millions de dinars. Bonsoir. I do speak French, sorry for that. Madam President, I would like to underline that, as you told me before, we really trust your country, and I will do all my best to let my company grow up very soon. Merci Tunisie, merci FIPA. Dans la note que j'ai ici, je vais peut-être compléter ce qu'il vient de dire parce qu'il y a un mot officiel du fondateur ici, et en 2 lignes. Il dit que la Tunisie, historiquement, est une destination de choix pour les investisseurs italiens en raison de plusieurs facteurs que je les résume en bref. Le positionnement géostratégique à la logistique de transport entre l'Italie et la Tunisie, le pool de talents créatifs et le grand réservoir en ressources humaines. Voilà le message du fondateur. Merci encore une fois, Sage Automotive Interiors. On peut les applaudir, oui. Alors, il nous reste 2 awards, 2 prix. Le prochain, c'est The FIPA Tunisia Award. C'est le prix spécial de la FIPA. Critère de sélection pour ce prix est décerné à l'entreprise étrangère qui a effectué la plus importante opération d'investissement dans un contexte de nearshore. Et l'entreprise lauréate pour cette 20e édition du Tunis Investment Forum dans la catégorie de FIPA Tunisia Award est Nexans Auto Electric Tunisia. Décidément, l'industrie auto. C'est bien, non? Bah oui. Khamsa Khamis. Ce prix est décerné à l'entreprise Nexans Auto Electric Tunisia qui est présente en Tunisie depuis 2009. Sa présence en Tunisie a évolué au fil des 12 années. Aujourd'hui, elle compte 5 sites de production avec 4700 employés avec un objectif d'atteindre 6000 emplois en fin 2022. Le groupe Nexans Auto Electric qui est l'un des géants mondiaux en ce qui concerne le câblage haut voltage pour les voitures électriques. Il a été l'un des premiers groupes à miser sur la Tunisie pour dupliquer ses activités en Ukraine. La filiale tunisienne Nexans Auto Electric Tunisia a réussi la mise en marche d'une nouvelle unité de production à Soliman avec des compétences 100% tunisiennes en seulement 2 mois. En 2 mois, il en fait normalement pour ce type d'installation, ça prend 2 ans en moyenne dans le secteur. Il en fait en 2 mois. Ce site permettra de créer 1500 nouveaux postes d'emploi avec un montant d'investissement total qui s'élève à 20 millions d'euros et servira à la duplication des activités du groupe en Ukraine. L'entreprise a dans son plan 2022 une nouvelle extension d'activité avec un 6e site pour poursuivre sa croissance en Tunisie, et on aimerait bien avoir beaucoup d'entreprises qui font comme ils ont fait et qui viennent justement s'installer ici après ces récents développements sur la scène internationale. Bravo encore une fois, Mabrouk, on peut les applaudir. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, bien sûr, je remercie la FIPA ou Ala Ras Saad Al-Basl Ghanmi pour ce prix Award de cette année 2022. Notre société, c'est une société allemande à 100%. Et à vrai dire, on est, par rapport à ce que je viens de voir aujourd'hui, une société jeune en Tunisie. On a démarré notre activité en fin 2009, mais on avait une forte croissance de 20 à 25% par année, ce qui nous a amené en 10 ans de créer 4 sites dans la région de Sahel avec 4500 postes d'emploi. Et ceci, et ce success story de la Tunisie, Khala Tunis dans le top de liste pour être le candidat pour la duplication de l'Ukraine. Donc, juste après le déclenchement de la guerre, malheureusement bien sûr, nous avons fait une analyse en marathon en Tunisie
Et on s'est à la fin décidé de s'implanter à Slimane et d'investir cette année 25 millions d'euros dans les 82 milliards tunisiens. Donc, on a, juste pour vous donner quelques highlights, on a identifié le site mi-mars, on a créé la société mi-avril, on a démarré les lignes de production mi-mai avec la présence du client, exactement le 16 mai avec la présence du client, bien sûr, qui nous a homologué dans la même semaine pour, comment dirais-je, exporter les produits de la Tunisie et bien sûr de garantir l'approvisionnement de ces lignes et d'éviter les arrêts qui pouvaient bien sûr être créés à cause de la crise en Ukraine. Un travail en 2 mois, les collègues qui sont là de l'automobile industrie peuvent le confirmer, c'est un travail normalement qui se fait en 2, en 3 années. Donc, ceci n'était pas possible sans le support des autorités tunisiennes, sans le support du ministère de l'Industrie. Madame Gonji, merci beaucoup. Sans le support, bien sûr, du ministère de l'Emploi, c'est une série. Bien sûr, évidemment, la FIPA, la TIA, Tunisian Investment Authority, et surtout, j'aime bien remercier la douane tunisienne avec Madame Jawedi. Elle a fait tout pour nous faciliter les tâches, vraiment accélérer les procédures douanières. C'était une montre contre le temps. Madame la chef de gouvernement, ce que vous avez dit aussi, la compétence tunisienne, c'était le 2e volet qui a bien sûr contribué à cette réussite. Nous sommes maintenant à 4800, 100% tunisiens, tous les dirigeants sont des Tunisiens et nous trouvons sur le marché tunisien des très très bons profils, des gens qui sont adaptés à l'automobile industrie, des jeunes assoiffés pour la réussite. Et nous voulons continuer bien sûr sur cette vague de réussite. Inch'Allah, on veut entamer Inch'Allah, un 6e site bientôt, Inch'Allah. Et shukra. Merci. Merci beaucoup. 2 mois pour ce qui se fait habituellement en 2 ans. Ça montre quand on veut, on peut, tout simplement. Et maintenant, last but not least, le dernier award pour cette 20e édition du Tunisia Investment Forum, the ICT Industry and Talent Development Award. Cet award est destiné à l'industrie des TIC et au développement des talents. Ce prix est décerné à l'entreprise étrangère qui a contribué dans la formation des étudiants sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils l'ont déjà fait. Sur les 5 prochaines années, ils vont former 10 000 entreprises. Ils sont tellement confiants qu'ils sont déjà sur scène. Huawei. Huawei, donc ce prix est décerné à l'entreprise Huawei Tunisie qui est présente en Tunisie depuis 1999. Elle emploie actuellement 220 ingénieurs. Elle a créé 1500 emplois indirects dans le secteur TIC avec des partenaires locaux. Huawei est la seule entreprise TIC en Tunisie qui a lancé le programme de talent intitulé Seeds for the Future à partir de 2015. Annuellement, Huawei Tunisie prend en charge les meilleurs étudiants tunisiens pour une formation de 2 semaines en Chine. Huawei est la seule entreprise TIC en Tunisie qui a lancé le programme avec une vaste couverture appelée ICT Academy depuis 2018. Elle a conclu des ententes de coopération scientifique avec 57 universités tunisiennes de premier plan. Moi, je corrigerai même ce texte parce que je les ai eus il n'y a pas longtemps, c'est 65 aujourd'hui. Université tunisienne de premier plan. L'objectif de Huawei Tunisie est de former 10 000 ingénieurs supplémentaires dans les 5 prochaines années. Et jusqu'à présent, elle a déjà formé environ 6 000 ingénieurs. Chaque année, et dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise, Huawei Tunisie a offert une 50aine d'opportunités de stage aux étudiants tunisiens. Merci à vous. Oui, on peut les applaudir. Bravo. Dear Your Excellency, Madam Prime Minister,
Your Excellency, Mr. Minister, General Director of FIPA. Thanks so much for this award to Huawei. It's really a great honor for us since we have established our office and started serving Tunisian people from 1999. Our vision is in Tunisia, for Tunisia. Tunisia Huawei is working and will always work with the Tunisian government to build Tunisia as the regional hub for talent, especially for the ICT talent. I believe that we will continue bringing more value, more investment, and more opportunities to Tunisia in the future. Thanks and regards. Merci beaucoup, merci encore une fois pour tout ce que vous accomplissez. Et puis moi qui ai un faible pour l'entrepreneuriat et pour l'emploi des jeunes, justement, 10 000 jeunes vont être formés sur les 5 prochaines années. Et puis tous ces jeunes qui partent en Chine dans des voyages, ils puissent découvrir l'écosystème entrepreneurial et l'appui à l'écosystème entrepreneurial ici en Tunisie. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons ainsi à... C'était la dernière séquence, timing respecté, et on est même 2 minutes en avance, donc ça me permettra de donner la parole à Sir Abdelbasset Rahmi, PDG de la FIPA, pour un mot de clôture, et puis derrière, si Madame chef du gouvernement souhaite prendre quelques secondes également pour remercier certainement les convives. Sir Abdelbasset, la parole est à vous. Bonjour. Au nom de tous mes collègues de FIPA, je voudrais remercier Madame la chef du gouvernement d'avoir présidé cette ouverture du Tunisia Investment Forum dans sa 20e édition. Je voudrais remercier tous nos panélistes. Je tiens à remercier notre partenaire, la Banque mondiale, et toute l'équipe ici présente pour leur appui et leur patience et tout le travail qui a été fait. Je voudrais également remercier toute l'équipe FIPA et tous nos partenaires pour l'organisation de cette édition. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos invités, à nos partenaires ici présents, pour leur confiance en notre pays. Je voudrais remercier également toutes les entreprises ORD qui ont bien reçu le prix, bien mérité, parce qu'ils ne cessent de se développer en Tunisie. Je souhaite une excellente soirée. Le programme continue, on a une animation à l'extérieur pour célébrer donc le 50e anniversaire de l'investissement étranger en Tunisie. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, c'est Abdelbasset Rahmi. On va, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous allons, s'il vous plaît, quelques mots pour terminer, comme je l'ai déjà annoncé avec la chef du gouvernement. Merci, je dois bien ça à tous les lauréats. Je voudrais vous réitérer vraiment de manière très sincère mes félicitations aux lauréats, et je vous remercie encore une fois d'avoir cru à la destination Tunisie. Je voudrais partager avec vous quelques belles paroles. Hier, un ambassadeur d'un pays ami est venu me présenter ses adieux, et à ma question « Qu'est-ce que vous retenez de votre passage parmi nous ?», il a dit « La Tunisie est un pays vrai, un petit pays mais de très belles personnes, des jeunes, des moins jeunes, des femmes talentueuses. Et je suis très fière d'avoir passé un court séjour avec vous. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été avec nous et bon travail pour demain. Bravo. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette 20e édition du Tunisia Investment Forum. Les panels continuent demain. Le programme vous a été déjà communiqué. Vous êtes conviés au cocktail en la présence d'un chef du gouvernement et de membres du gouvernement tunisien et des invités d'honneur. Merci.